dans ces centres-là, 5 ans de misère, 5 ans de malheur, 5 ans d'atrocité. Quand vous ne savez pas où elles sont, c'est pas marqué, c'est pas dans le film, mais quand vous ne savez pas où elles sont, vous mettez à genoux sur un manche à balai, les bras en croix avec des livres, et tant que vous ne savez pas où elles sont, vous ne mangez pas. Donc l'assiette, elle allait au frigo, et pendant 3 jours, j'étais comme ça, donc 3 fois le 6, midi et soir. Les assiettes étaient dans le frigo, le soir, j'ai su mes sons, il a fallu que je mange mes assiettes, mes 6 assiettes, avec tout mélangé. La première était gelée, j'ai mangé une première cuillère, une deuxième cuillère, j'ai vomi, il a fallu que je remange mon vomi. Et dans le film, on parle de la gamelle du chien, c'est moi qui ai mangé la gamelle du chien. Vous voyez, donc des atrocités, il y en avait tout le temps. Courir tout nu dans un cours, avec la boule à zéro, en plein hiver à tamier, je pense que c'est pas pour un enfant de 14 ans. Alors, je vais vous dire une chose, moi, on m'a toujours considéré comme pire qu'une bête. J'ai 72 ans, et ben, je ne vote toujours pas, parce que je n'ai jamais été pris pour un humain. Voilà. Oui, ben Michel, ce que tu viens de dire, c'est exactement la même chose, parce qu'on était ensemble d'ailleurs à Mercury et à Tamier. Donc, pour dire, au niveau nourriture aussi, c'est que quand on avait la chance d'avoir une banane, c'était très rare déjà, je peux vous jurer, c'est qu'on mangeait de la peau, toute la banane. Ça, il n'y avait pas de détails, on crevait tellement de faim, et de soif, je précise, hein, parce que le soir, ils ne nous donnaient pas du tout à boire, de peur qu'on pisse au lit, je pense. Et on s'organisait justement avec les copains pour aller boire dans les chasses d'eau quand on pouvait, sans se faire attraper, ou manger la neige, ou boire au radiateur quand on pouvait. On ouvrait les purgeurs des radiateurs, on buvait l'eau du chauffage. Donc voilà, toutes ces choses-là. On mangeait les pommes aussi pourries qu'on trouvait dans la rue, puisque c'est quand même une région où il y a beaucoup de pommes. Donc on mangeait des pommes glacées, on mangeait des pommes pourries, on mangeait de tout. Voilà. Bonsoir. Bon, je vais essayer de faire court, parce que d'habitude, je suis intarissable. En fait, moi, je suis l'aîné de 7 enfants, d'un père et d'une mère alcooliques. Et à 8 ans, j'ai été placé à Mercury par le juge des enfants, parce que j'étais un enfant maltraité. Et quand je suis arrivé à Mercury, j'étais content, parce que la belle étoile, ça sonnait bien. Mais je ne savais pas que derrière cette face, c'était l'enfer que j'allais vivre. Et à 8 ans, donc, la première nuit, j'ai pissé au lit, parce que j'étais un enfant assez perturbé, donc je faisais beaucoup... Ah, ouais, excuse-moi. Donc, je faisais pipi au lit, et le lendemain matin, mon premier jour, on était tous en rang dans la cour, et là, la Guenon, le chef des chefs et des cheftaines, était là. Donc il m'a dit « Guégan, tu sors des rangs ». Et donc j'étais un enfant de 8 ans, je suis sorti tout en tremblant, parce que je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Et je me suis avancé vers lui, et là il a montré mes draps devant tout le monde en disant que j'avais fait pipi au lit. Il m'a fait mettre à genoux. Il m'a mis des coups de pied, des coups de poing, et là, il a pris les draps, il me les a mis dans la figure. Il m'a nettoyé la figure avec mes draps pleins de pisse, et il m'a obligé à porter les draps toute la journée sur mes épaules. Et ça a duré plus d'une semaine, parce que pendant plus d'une semaine, j'ai pissé au lit. Donc le soir, il me faisait refaire mon lit avec les draps qui étaient mouillés, et pendant une semaine, j'ai dormi dans des draps souillés, avec la honte qui s'ensuit, bien entendu, parce que quand vous êtes un gamin, c'est difficile de porter ça. Et tous les jours, bien sûr, c'était des fessées. En fait, il y avait des prêtres ou des curés, je ne sais plus comment on les appelait. Et il y en a un qui s'appelait le Père Roger, qui a commencé à vouloir me faire mon éducation sexuelle. Donc, à me prendre sur ses genoux et à me poser des questions très indiscrètes sur la sexualité, dont j'ignorais complètement qu'est-ce que ça voulait dire. Et puis il a commencé à me toucher, à m'obliger à le toucher. Et un soir, en pleine nuit, j'ai senti une main sur ma bouche, avec un visage à 10 cm du mien, et avec un doigt comme ça sur sa bouche. Ça veut dire tais-toi. Et ça a été un petit peu là où j'ai commencé à vivre un enfer, parce que c'était assez régulier.
Et il y avait lui, il y avait aussi un autre qu'on appelait le barbu, qui était d'une méchanceté sans borne, qui nous frappait souvent, qui nous mettait dans des champs avec une baguette d'osier dans la main, à nous demander si on aimait l'abbé Garin. Qu'on dise oui ou non, il nous frappait, il nous faisait faire des pompes jusqu'à épuisement, et le premier qui s'arrêtait, ben, il ramassait. Et c'était des tortionnaires, que ce soit les curés ou les chefs et les cheftaines qui étaient là-bas. On leur a donné un pouvoir, celui de nous surveiller, de nous dresser. Avec ce pouvoir, ils sont devenus des tyrans pour nous. Parce que c'était tous les jours, c'était des claques dans la tête, c'était assez aléatoire. Il suffisait qu'il y en a un qui ne pouvait pas se sentir, ben, il le frappait. Et moi, avec ces attouchements sexuels qui ont été jusqu'au viol, je me suis sauvé à l'âge de 10 ans du centre avec 3 autres camarades. Les 3 camarades se sont fait attraper le soir même et je me suis retrouvé 5 jours dans la nature pour retourner chez ma mère parce que je pensais qu'elle allait me reprendre. Le 5e jour au matin, je me suis fait attraper par les gendarmes sur la route puisque j'étais tout seul. J'avais piqué une veste et puis un béret dans un camion. Et bien sûr, je pense qu'ils ont dû voir un poulpeau marcher sur la route puisque la veste m'allait 3 fois trop grande et le béret pareil. Et quand j'ai reconnu les gendarmes, je me suis sauvé. J'ai plongé dans le bas-côté, j'ai été pris par les ronces. Et j'entendais les gendarmes qui disaient « Attrape-le, c'est pas possible, il doit être dans le coin, cherche-le bien ». Et il y en a un qui m'a vu, il m'a attrapé. Et mon premier réflexe, ça a été de lever la main comme ça parce que j'ai cru qu'il allait me frapper. Le fait de recevoir tous les jours des coups, notre seule protection, c'était de faire comme ça. Et là, les gendarmes, pour la première fois de ma vie, ils ont été gentils avec moi. Ils m'ont emmené dans un bar. Ils m'ont payé un chocolat, un croissant et un pain au chocolat. Et ils m'ont ramené au centre. Et une cheftaine qui s'appelait Colette, quand elle m'a vu rentrer avec les gendarmes, parce que je tenais le gendarme par la main, je lui avais dit qu'on me frappait, tout ça. Et la Colette est arrivée, elle m'a touché la tête. « Ah, le petit Michel, vous l'avez retrouvé, c'est gentil, tout ça. » Et le gendarme lui dit « Mais il nous dit que vous les frappez, tout ça. » Et la Colette a sorti « Oui, mais vous savez, ce sont des enfants qui sont malheureux. Donc, ils disent à tout le monde qu'on les frappe parce qu'ils ont envie de retourner chez eux, voir leurs parents et sortir de là. Mais nous, c'est pas notre faute. On les place ici, donc on fait de notre mieux pour les bichonner, tout ça. » Et le gendarme, il m'a regardé, il m'a dit « Mais tu dis n'importe quoi, mon petit. » Et moi, j'avais trop peur pour répondre quoi que ce soit, puisque la Colette était là et c'était une femme méchante. Donc elle m'a fait attendre, va m'attendre dans mon bureau. J'ai attendu 20 minutes. Et là, quand elle est rentrée dans le bureau, elle s'est acharnée sur moi, coup de pied, coup de poing. Ensuite, après épuisement, elle m'a attaché sur une chaise, les mains dans le dos, et elle a pris une tondeuse, elle m'a rasé la tête. Et on va te priver de dessert, et puis privé de vacances. Moi, je m'en foutais, puisque mes parents ne me prenaient pas. Hein. Donc, ce n'était pas un problème pour ça. Et ils m'ont mis dans la cour en me disant, les grands, ils vont te taper, parce qu'il y avait différents âges. Et pour leur mettre la pression, ils les avaient privés de dessert pendant 1 mois. Donc, je m'attendais à me prendre une trempe mémorable par les plus grands. Et puis là, il y a un gars qui est venu, qui m'a protégé. Alors, j'ai pris 2 ou 3 coups de pied, mais bon, c'était pas grave par rapport à ce qui m'attendait. Et donc, j'ai continué comme ça. Et ce curé, le barbu, qui était d'une méchanceté extrême, m'avait dans le collimateur. Et le fait qu'il me fasse des attouchements, je surveillais toujours le bureau d'où il pouvait sortir. Et quand je le voyais sortir de son bureau, j'allais me cacher dans le WC, je laissais juste la porte ouverte comme ça et je surveillais, voir qu'est-ce qu'il faisait, et sur qui il allait se diriger. Et quand il allait vers quelqu'un d'autre, je ne vous cache pas que j'étais heureux. J'étais heureux parce que j'échappais à quelque chose de terrible. Et c'était pareil la nuit, quand il rentrait dans le dortoir, discrètement, lui, le père Roger, et voire même René, c'était René Albert, qui lui, c'était pendant les vacances, se permettait de toucher des enfants. Et quand il passait à côté de vous, qui vous laissait tranquille, là aussi, vous étiez heureux qu'il aille voir quelqu'un d'autre. C'est cruel de dire ça, mais quand vous subissez des attouchements sexuels, que vous êtes un enfant de 8, 10 ans, 12 ans, que vous ne pouvez rien faire, que vous devez subir la loi de ces hommes, c'est terrible, parce que vous êtes
vous êtes seul au monde, personne ne peut vous écouter, et le pire, c'est que vous ne pouvez pas vous confier à un camarade, à personne, parce que c'est tellement honteux. De victime, vous passez à de coupable. Ils font tout pour que vous soyez coupable, que c'est votre faute d'avoir fait ça, d'avoir subi ça, et du coup, tout reste en autarcie. Tout ce qui se passait dans le centre, on était sur une autre planète. Les gens du village savaient quand on courait à poil dans la neige, quand on faisait la marche en canard, quand on subissait des coups. Tout le monde le savait, mais personne ne nous a dénoncés. Et notamment, ouais, les chiens aussi, ils nous envoyaient des chiens pour nous mordre, parce qu'il y avait 3-4 chiens là-bas. Il y en a qui se prenaient un malin plaisir à les dresser contre nous. Et du coup, on courait, et les chiens ils nous mordaient les mollets ou les reins. Et je fais référence aussi à une dame qui s'appelait Madame Calderini, qui ne nous a pas fait de mal. Par contre, elle était lingère et elle a assisté à tout ce qu'on subissait. Tous les jours, elle était là. Et jamais un instant, elle a été voir les autorités compétentes pour pouvoir dénoncer ce qu'on subissait, toutes ces tortures. Parce que quand je dis torture, c'était vraiment des tortures. Et c'est vrai qu'on était très maigres pour nos âges, nos tailles. Et du coup, la moindre bouffe qu'on nous donnait, on léchait, on grattait les plats, même si parfois c'était pas bon. Et souvent, moi je me suis fait prendre à lécher la capsule du yaourt, parce que je ne voulais pas laisser le moindre truc. Et je me suis fait attraper. Donc il venait, il prenait le yaourt, il le mettait dans la tête, il nous le versait dans la tête, il badigeonnait, et après il nous mettait à poil. Et alors quand c'était l'hiver, c'était à poil dans la neige, hein, à faire la marche canard. Donc vous étiez baissé comme ça, les mains sur les hanches, et vous étiez obligé de marcher comme un canard. Et si jamais vous vous arrêtiez, vous preniez des grands coups de pied dans les fesses, dans le dos, et vous tombiez, et il fallait faire un tour supplémentaire. J'ai eu des punaises aussi, parce que souvent la bouffe, on s'amusait à faire avec la purée de pois chiches, on l'écrasait dans l'assiette, on faisait des petits carrés pour faire durer le plaisir, parce qu'on avait que ça à manger. Donc si on se faisait prendre comme ça, c'était des punitions, à genoux en dehors du réfectoire, sur une règle, sur un manche à balai, et sous la pluie, qu'importe le temps, c'était comme ça, quoi. Donc, et bien souvent, quand les camarades jouaient, nous, on était à genoux dans la cour et tout le monde nous regardait et on ne pouvait absolument rien faire. Ils arrivaient même à nous faire battre entre copains, nous mettre dans le garage et à nous obliger à nous battre. Et si jamais on ne le faisait pas, c'est eux qui nous mettaient des coups de pied, des coups de poing, et donc forcément, à un moment donné, on se battait. Et moi, j'ai subi aussi par ce barbu, là, qui était un sadique. Un jour, un copain m'a collé un chewing-gum dans les cheveux, et il m'a vu. Il est venu vers moi, parce que j'ai essayé de l'enlever, parce que j'avais peur de me faire prendre. Et il me dit, qu'est-ce que tu as là? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je dis, rien. Et il regarde mes cheveux, il a vu le chewing-gum. Donc du coup, il m'a pris par les cheveux, il m'a traîné jusqu'à son bureau, il m'a mis sur une chaise, il m'a attaché les mains derrière le dos, et pour pas que je me débatte, il a pris la tondeuse, et il a commencé à me faire 2 cornes sur la tête. Il m'a fait un jeu de dames sur le dessus de la tête, et la queue du diable derrière. Et j'ai un camarade qui est là-bas qui se souvient, plusieurs d'autres qui se souviennent de ça. Et pendant des années, ils se sont dit, mais à qui ils ont fait ça? Et quand je leur ai rappelé, ils étaient tout contents de se rappeler à qui ils avaient pu faire ça. Et aussi, sur la pointe des pieds, une punaise sur le talon avec un scotch, la punaise, bien entendu, la pointe vers le talon, et les mains sur la tête. Et c'était une punition pour avoir parlé à table, pour avoir fait quelconque connerie, et jusqu'à ce que vous retombiez sur les talons et que vous enfonciez les punaises dans le talon. Il y en a d'autres qui ont subi des punaises sous les ongles pour les punir. Moi aussi, une fois, j'avais fait une connerie et j'avais justement léché mon yaourt. Ils m'ont mis un ceinturon autour du cou pendant la promenade de 12h30 à 2h. Ils m'ont traîné pieds nus comme un chien. Et pendant que les autres s'amusaient, ils m'ont attaché à un arbre. Et je suis retourné au centre et j'avais les pieds en sang. Vous voyez, ça c'était des tortures qu'on ne parle pas dans le film, mais qui ont existé. Et il y a eu des choses, mis à part les viols et les attouchements, qui ont été aussi terribles.
Et là, vous savez, on a tous une histoire commune, chacun la connaît, mais on a une histoire différente dans le sens, parce qu'on a subi chacun des choses différentes, mais qui ont été similaires et qu'on a traîné toute notre vie. Alors en l'occurrence, moi je suis rentré à 8 ans, je suis resté jusqu'en 70 chez l'abbé Garin, ensuite jusqu'en 75 au CET qui était toujours à Mercury, avec André. On s'est même sauvés tous les deux avec 2 autres garçons du nouveau centre, parce que c'était pas aussi torsionnaire là-bas, mais on se recevait quand même beaucoup de tabasses, des claques, des coups de poing. J'ai même un éducateur qui s'appelait Camille Mona, j'avais fait une connerie, j'avais volé avec d'autres camarades, on s'est fait prendre, et ils nous ont pris un par un, et nous frappaient à coups de pied et puis à coups de poing. Et à un moment donné, il m'a demandé de lever ma tête. En dehors des épaules, j'ai levé la tête, et là, il m'a mis une grande claque dans l'oreille. Il m'a éclaté le tympan. Et cet homme-là, il n'a eu aucune sanction. Par contre, moi, encore aujourd'hui, quand je me cure l'oreille, j'ai mal à mon oreille, et je me souviens toujours de cet épisode. Et Mercury, ça nous poursuit. On est tous poursuivis par ça. Et ça a eu des conséquences sur notre vie future quand on est sorti du centre. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je parle des viols, des attouchements, parce que j'ai vu le film à Valence avec ma chérie, et ça m'a libéré. Parce que j'ai gardé en moi ces secrets pendant 58 ans. Même mes enfants ne savent pas, j'ai 5 enfants, même mes enfants ne savent pas ce que j'ai subi là-bas. Et tous les gens avec qui je racontais certaines choses ne croient pas. Parce qu'ils disent, mais c'est un autre monde, c'est une autre planète, c'est un autre siècle, t'as pas pu subir ça. Alors que oui, on a subi ça. Et, donc, ça a eu des conséquences pour beaucoup d'entre nous. Moi, je vais parler de moi parce qu'on n'a pas vécu après le centre les mêmes choses. Après le foyer, quand j'ai eu 18 ans, ils m'ont jeté du foyer. Ils m'ont pris un billet de train, ils m'ont dit, tu rentres chez ta mère. Ils m'ont donné l'adresse de ma mère, que je n'avais pas vue depuis 10 ans. Et je suis allé sur Grenoble, je suis allé chez ma mère, et là, il y a un de mes frères qui m'a ouvert la porte, et il a dit, maman, il y a un monsieur. Et moi, j'ai dit, non, je suis ton frère Michel. Et là, tous les autres sont arrivés, ma mère est arrivée. Ah, Michel, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, bah écoute, le foyer, ils m'ont dit de revenir chez toi, tout ça. Et sa réponse a été cinglante. Il n'y a pas de place pour toi ici. Donc, je ne dirais pas que ma vie a basculé à ce moment-là, mais elle a contribué. Parce que je suis retourné sur Albertville, parce que là, j'avais quelques copains du centre, et je ne savais pas quoi faire. Donc, je me suis mis à voler. J'ai fait ce que je savais mieux faire, quoi. Et ça m'a entraîné dans les dérives de la délinquance. J'ai été condamné à 18 ans de prison. J'en ai fait un peu plus de 10. Et la première fois que je suis tombé, j'avais à peine 19 ans. Donc ça faisait 1 an que j'étais sorti du centre de Mercury. Donc je n'ai pas goûté à la liberté très longtemps. Qui ont mal tourné, parce que moi j'aurais aimé peut-être avoir un tuteur, avoir quelqu'un qui m'épaule, quelqu'un qui me guide, et j'ai pas eu cette chance-là. Donc je me suis retrouvé en prison, je suis sorti, je suis rentré, et la dernière fois que j'ai été condamné, c'était en 98, je m'étais fait attraper en 95, la première peine a été de 7 ans, la dernière a été de 7 ans, et toutes les peines de 18 mois, 1 an, voilà. Donc là, j'ai arrêté, je me suis mis à mon compte, et puis j'ai essayé d'avoir une vie rangée. Il faut savoir aussi qu'à 19 ans, quand ils m'ont condamné, on m'a enlevé mes droits civiques. Je n'ai jamais pu voter de ma vie parce qu'on m'a enlevé mes droits civiques. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui tuent, qui violent, qui font des crimes atroces. À eux, on ne leur enlève pas les droits civiques. Et moi, quand je suis passé au tribunal, Mercury, ça a eu une grosse incidence sur ma peine. Parce que l'avocat d'office que j'avais pris, parce que je n'avais pas d'argent, a raconté un peu mon histoire, mes parents alcooliques, l'abbé Garin, les 10 ans que j'ai passés. Et on avait une réputation là-bas de voyous, de brigands, de voleurs. On nous montrait du doigt quand on allait se promener. Et quand il a raconté ça, le président a eu ces mots.
mais me mettre, si votre client a été dans une maison de correction, dans un centre de redressement, c'est que c'était un voyou. Pouf, 7 ans. Et j'avais 19 ans. Et c'est atroce parce que bon, vous vivez un enfer depuis que vous êtes né, vous vivez un enfer chez vos parents, vous êtes maltraité, vous vivez un deuxième enfer à Mercury, et après, ben, vous continuez pendant des années à vivre des choses qui ne sont pas faciles. Voilà. Donc c'était un témoignage. Michel, oui, c'est une question. Voilà, ici il y a peut-être une question. Bonsoir. Avec tout ce que vous avez vécu dans votre enfance, en arrivant à l'âge adulte, il n'y a personne d'entre vous, hein, des centaines d'enfants qui sont passés par Mercury, qui a cherché à se venger de ce qu'ils avaient subi. Se venger pourquoi? Hein? Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on se serait conduit comme eux. Je pense que nous, c'était plus ce qu'on fait aujourd'hui, en parler. Pour nous, c'est déjà une grande vengeance. Il y a une explication, je vais la donner. Vous avez mis quand même une trentaine d'années à arriver à en parler, mais quand vous étiez à l'âge adulte, donc quand vous avez 20 ans, 25 ans, ça c'était tout fait pour vous. Vous n'avez pas cherché à vous venger. Mais on ne cherche pas à se venger. Vous savez, quand vous avez 18 ans, que vous sortez d'un enfer, la première chose que vous voulez, c'est goûter à la liberté, goûter à tous les plaisirs de la vie. Donc, ça reste derrière nous. Et on n'a peut-être pas assez de réflexion à 18 ans, surtout avec ce qu'on a vécu. Moi, j'étais un illettré, j'étais un cancre en classe. On n'a pas la réflexion. Et c'est vrai qu'il a suffi que André crée ce blog pour qu'on commence à en parler entre nous. Et petit à petit, ça fait son chemin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai la haine contre 2 ou 3 personnes, et si je les ai en face de moi, mais je les tape. Voilà. Et je m'en fous d'aller en prison, parce que moi je sais pourquoi je vais y aller. Voyez. Mais il a fallu des années qu'il y ait le film pour qu'on puisse se libérer. Comme moi, j'ai attendu 58 ans pour parler de ces attouchements et de ces viols que j'ai été victime. Comme Daniel, il en a parlé timidement dans le film. Et moi, je n'ai pas peur de le dire, c'est René Albert. Il n'y a pas de nom pour qualifier cet homme-là. C'est ignoble ce qu'il nous a fait subir. À nous deux, à d'autres, il y a d'autres gars qui ont subi des attouchements, mais qui se taisent parce qu'ils ne peuvent pas en parler. C'est tellement ignoble que puis c'est enfoui dans les profondeurs, dans les abysses de notre mémoire, vous voyez. Et on ne veut plus y penser. On construit des murs en béton, des murs en acier, et on ne veut plus y penser à ça. On veut créer une famille, on veut... enfin, voilà quoi. Je te laisse parler, excusez-moi. Juste une petite question. Je suppose que vous avez recroisé par la suite René Albert, puisqu'il était le patron du comité de probation au tribunal d'Albertville. Il n'a jamais voulu nous rencontrer. Ouais. Il a fait censurer le film pendant 3 minutes. Ouais. La seule fois où on l'a vu en entier, excusez-moi mes collègues, la seule fois où on l'a vu en entier, c'est à Nyon, en Suisse. Ça veut dire que tous, autant que nous sommes, on a le droit d'en parler, mais pas la réalisatrice, pour des problèmes juridiques. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire que André va vous parler justement sur... Après, on te passe le micro. Putain, excuse-moi. On lui passera le micro. On a tellement tous à dire que... moi, il m'a envoyé un message que mon épouse a sur le téléphone. Je vous le dis en gros. Hein. C'est dès qu'il a su que le film était sorti avec son nom, il m'a envoyé un message que si je le sortais de cette affaire, il me serait éternellement reconnaissant, c'est-à-dire même pécuniaire. Alors, j'ai appelé la gendarmerie de Saint-Jean-de-Maurienne et je leur ai parlé de René Albert. Et ils m'ont dit surtout, vous ne lui adressez plus la parole, car cela prouve qu'il est vraiment coupable. Et ensuite, il m'a envoyé plusieurs messages, mais j'en ai conservé que 2 ou 3, où il me demande pourquoi j'ai changé de comportement avec lui. Voilà, donc je lui ai fait savoir que ce qu'il avait fait à Daniel était insupportable, parce que cet homme, je l'ai porté au nu. Je ne savais pas qu'il
il faisait tous ces attouchements, tous ces viols quand on était enfant, parce qu'il nous faisait des soirées durant les vacances d'été à Tamier, parce que quand c'était les grandes vacances, au lieu de rester à Mercury, on nous envoyait à Tamier. Et il nous faisait des soirées, il nous faisait rire, il nous racontait des histoires. Et le jour où j'ai su que Daniel avait eu des attouchements terribles par ce curé, ça s'est effondré parce que je l'ai rencontré à plusieurs reprises avant. On se voyait à Ugine parce qu'il était curé d'Ugine et de plusieurs communes environnantes. Et depuis ce jour-là, je ne veux plus lui parler parce que ce qu'il a fait à Daniel est insupportable. Vous avez dit que si on avait de la haine, de la violence contre... Non, moi j'ai tout pardonné parce que j'ai envie de vivre. Il me reste plus bien de temps à vivre sur cette terre, donc j'ai envie de la vivre. Mais ce que je voudrais dire à deux personnes, à René et Marcel, qui m'ont fait des misères, les plus graves misères du monde, à l'âge de 14 ans, on m'a dit que j'avais l'âge mental de 5 ans. Alors je pourrais dire à ces dames-là, même si je n'ai pas eu mon certificat d'études, j'ai eu mon CAP de cuisinier. Je suis rentré dans l'éducation nationale, j'ai eu mon troisième de cuisine du premier coup, seconde cuisine du premier coup, chef de cuisine du premier coup. Et ma fin de carrière a été très très belle, parce que j'ai fait de la cuisine à des ministres, à M. Berré-Mouroy, Ségolène Royal, ministre de la Santé, ministre de la Famille. Et en dernier temps, on m'a donné les palmes académiques. Alors, si je suis un vaurien et un moins que rien, ben voilà. Pour la première fois, j'ai révélé ce que j'ai vécu, c'est dans le film. Ma famille n'a jamais rien su. Et même à mon grand frère, que j'ai retrouvé par perte de vue, je lui en ai toujours pas parlé. Là, je vous parle maintenant parce que le film m'a fait beaucoup de bien. Parce que avant, j'étais dans mon coin, je ne parlais pas du tout. Et ce qui m'a sauvé aussi, c'est que je me suis occupé de gamins en athlétisme pendant 36 ans. J'allais au travail, le matin à 7h, j'étais au travail, je quittais mon travail à 4h, et jusqu'à 21h, j'entraînais des enfants. Et ces enfants-là m'ont apporté beaucoup plus. Et c'est pour ça que maintenant, j'arrive à parler grâce au film que Clémence a fait. Déjà commencé, j'oublie, hein. Il avait déjà commencé à parler quand on faisait des réunions pendant l'été au mois de juin à Tamier. Oui, bon, il avait déjà commencé. Mais le film, ce qu'il y a eu en plus, c'est que ça l'a fait vraiment sortir d'où il s'était bien caché. Monsieur, merci pour votre témoignage. Moi, je voulais juste savoir, vous avez fait des démarches auprès du diocèse pour essayer d'avoir une reconnaissance de ce qui s'est passé et que ça puisse être mis en lumière. Mais je voulais savoir si, d'en passer par la justice, maintenant que vous avez la force du collectif d'être tous ensemble. Ça a été placé au niveau de la justice. Ah ouais, il n'y a pas, vous pouvez pas... Prescription. C'est 18 ans plus 30 ans. Et comme le centre a fermé en 70, il y a plus de 50 ans, et du coup c'est compliqué. Voilà. Ce que vous avez vu dans le film, l'évêque, à la cellule d'écoute, il y a eu deux choses de fait. Cet évêque-là, il a fait un courrier au procureur de Savoie. Le procureur de Savoie a fait un courrier au procureur du Rhône et de l'Isère. Je vais vous donner mon exemple. Le procureur de l'Isère a fait un courrier à la gendarmerie. Et à la gendarmerie, il y avait un monsieur qui est plus ou moins spécialiste pour les victimes. Et à la porte de la gendarmerie à Pont-de-Clé, il y a une affiche énorme qui indique la priorité aux victimes. Je vous dis tout ça par rapport à la première phrase d'introduction du monsieur quand il va me recevoir dans son bureau, et celle-là. Alors il paraît que vous avez été violé. Voilà, qui fait que
j'ai même pas eu, et je n'ai pas voulu, demander le compte-rendu. Voilà. Et la deuxième chose que la cellule d'écoute a fait, c'est ils ont entendu qu'il y avait une journée internationale de l'enfance le 20 novembre cette année, l'année 2024. Voilà, il y a eu une messe mémorielle qui me fait penser à une chose. Les cellules d'écoute, je vais vous dire, tout en étant, comment dirais-je, c'est un peu l'auberge espagnole. C'est donnant-donnant, quoi. Voilà, je sais que la cellule d'écoute à Tours, le fait d'accompagner le film, on a rencontré des gens. Il y a les anciens d'une chorale ont créé la voix libérée. Voilà, il y a eu une dynamique certaine et il y a eu un échange très, très fort entre la cellule d'écoute, les bénévoles et les anciens de la chorale, voilà, qui ont pu faire des choses. Nous, mais je pense que ça va reprendre la cellule d'écoute. Ce que je voulais vous dire, c'est que le premier évêque, il a été muté. Donc ça, vous l'embrassez. Moi, c'est... Et je viens d'apprendre sur Internet que le René Albert a été muté aussi. Donc, comme ça, on est tranquille. Vous avez répondu, je voulais vous demander comment vous avez ressenti cette cellule d'écoute, leur sincérité, et quelle a été la suite après la réunion de l'évêque, quoi. Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce que l'Église a fait quelque chose? Non. Et comme c'était pas le même évêque, alors pour l'instant on n'a rien avec lui. Hein. L'autre est parti, il est parti à Metz, mais là on n'a rien. À part que des anciens, comment on appelle ça, des gens qui ont acheté Tabier, hein, on fait une plaque pour les anciennes Mercury, la belle étoile, de Tabier aussi, et ils ont planté un cerisier fleuri en plein milieu de la cour pour honorer tous ces gamins qui ont été martyrisés, mais l'Église n'a rien fait. Elle n'a rien fait du tout. La plaque a été inaugurée il y a 2 semaines. Hein, c'est ça? Le 15. Ce que je veux dire en complément, c'est que le fait du film qui circule en Rhône-Alpes, il y a de nouvelles personnes et qui vont voir les bénévoles de la cellule d'écoute. Voilà, il y a Michel qui est allé, Michel Guégan. La semaine prochaine, il y aura Michel Quadri. Avec moi encore. D'accord. Et pour moi, disons, le combat continue. C'est qu'un début. Voilà, je dis ça par rapport au fait que comment j'ai été reçu à la gendarmerie. Et il y a des organismes institutionnels associations institutionnelles par rapport aux victimes. Voilà, et chacun de nous individuellement peut faire des démarches. Les éducateurs qui étaient présents, aucun d'eux n'a pu parler. On souhaite. On respecte beaucoup. On voudrait, on aimerait qu'ils soient là. Il ne reste pas beaucoup. Ce ne sont pas des éducateurs, hein, c'est ça. Des gens aimerait qu'ils soient des chefs, des aucun diplôme. Ces gens-là n'avaient aucun diplôme. Hein. Mais par contre, vous me tapez dessus, alors là, il y avait tous les cartes blanches. Ouais. Justement, en parlant des éducateurs, est-ce que vous connaissez les antécédents de ces éducateurs, c'est-à-dire leur vie avant 48? Il y en avait un qui était élève à Mercury et qui a retransmis ce qu'il a subi sur lui. Voilà. Les autres, non. Qui a le prénom de Félix et le surnom de Laguenon. Oui, il était élève là et il a retransmis ce qu'on lui a donné. Donc, moi, j'ai subi ça et je n'ai rien retransmis ni à mes enfants. Moi, j'ai 3 garçons de mon première union. Ils ne savent rien du tout. Rien. Donc, vous voyez, ça fait... Et je ne sais même pas comment leur dire. Vous voyez, pour moi, c'est trop... Rendez-vous le 6 mars. C'est vraiment en petite réunion avec mon épouse, avec 2 de la cellule d'écoute. Un repas, il y aura Michel aussi.
Je lui ai demandé de venir, car c'est l'un avec qui j'aime bien communiquer. Et donc on va essayer de relancer l'affaire, revoir le nouvel évêque, déjà c'est ma priorité. Et ensuite prendre rendez-vous avec le procureur de la République ou le procureur de Chambéry pour relancer, parce qu'il n'y a que lui qui peut lever la prescription. Comme on a des faits nouveaux comme le viol, il y en a 2, 3 autres qui se sont fait connaître. Donc j'espère qu'on arrivera et qu'on aboutira à faire lever cette prescription. Il y a eu BFM TV, il y a eu FR3, c'est ça? Eux sont passés sur des radios. Moi j'ai rappelé BFM TV ce matin, parce que je veux que ça soit plus choc. Je vais demain essayer de communiquer avec France 2 et TF1 et pour relancer tout ça, pour que les médias internationaux en parlent. Parce que c'est bien local, mais ça ne va pas assez loin. Bétharram et nous, Mercury, c'est que Bétharram, ce sont des enfants de bourgeois et nous sommes des enfants de pauvres, de l'assistance publique. Et on est des cas sociaux, donc ça intéresse personne, on va dire. Voilà. J'ai simplement envoyé un message à BFM TV ce matin en leur disant que Bétharram a peut-être Bayrou, mais nous on a eu De Gaulle qui a protégé la Bégara. J'avais une question sur le rôle l'intérêt du diocèse qu'il a porté à cette affaire. Est-ce qu'ils ont cherché à vous appuyer, et notamment auprès de la justice, pour faire lever cette prescription? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, absolument. Bon, il y a l'idée d'étouffer l'affaire, vous pensez? Enfin, votre Non, ressenti personnel? Non. Vous avez vu l'évêque, on aurait dit Hollande. Moi, je lui ai posé une question, j'attends toujours sa réponse. C'est pour ça que je veux rencontrer le nouvel évêque, qui paraît qu'il est plus percutant. Et on va tout faire avec Michel pour relancer. Bon, il y a des choses qui n'ont pas été dites, c'était les punitions de nuit. Quand on dormait, il y avait toujours un éducateur, ou Jackie, un ancien rugbyman qui n'avait pas peur de nous frapper à coups de poing, à coups de balai, à coups de pied, et qui nous faisait mettre une demi-heure avant à genoux au pied du lit. Il entendait toujours quelqu'un parler à lui. On dormait profondément, mais c'était toujours qui a parlé. Alors on était en plein sommeil, alors on se réveillait en sursaut. C'était à genoux, les bras en croix, pendant une demi-heure. Ensuite, il nous faisait descendre vite fait dans la cour et on faisait 14 km en courant. Ça veut dire qu'on faisait Mercury, Tamier, pour ceux qui connaissent, Plancherine en redescendant. Et on remontait. Une fois dans la cour, c'était pas fini. Il nous faisait faire des pompes, comme vous l'avez pu le constater dans mon dessin. Ensuite, il fallait marcher en marche en canard, 2 tours de cour. Ensuite, il fallait faire 2 tours de cour à genoux. Ensuite, avec les mains sous les genoux, 2 tours de cour. Et seulement après, on allait se coucher. C'était vers les 1h, 1h30 du matin. Et à 7h, on se levait pour faire le cross du matin. Obligatoire. J'imagine que vous avez le soutien d'un avocat pour toutes vos démarches. On recherche. On en a, mais... Oui, ils en ont trouvé un. Oui, ils en ont. Ils l'ont trouvé. Les punitions que j'ai eues, ils m'ont cassé l'os du sacrum à coup de manche à balai dans le dos, près de l'abbaye de Tamier. En plus, j'ai fait une crise d'asthme. Donc, l'autre, il était acharné sur moi, des coups de pied, des coups de poing. Et c'est un moine, Père Roger, qui est venu me séparer. Mais ils m'ont cassé l'os du sacrum. J'ai subi 7 opérations, dont 2 greffes d'os. Et voilà, donc je suis un peu démonté, quoi. Sur l'éducation, est-ce que vous avez eu accès à l'école avec la scolarité obligatoire? Vous avez parlé d'aller dans des institutions religieuses, mais est-ce que vous avez eu accès à des écoles primaires et à des collèges? C'était en interne.
L'école, c'était en interne. Il fallait que rien ne sorte du centre, tout ce qu'on subissait. Monsieur, c'était en interne. Et je peux vous dire C'était comment on les- apprenait les tables de multiplication. Vas-y. Les tables de multiplication, j'ai pas de repère visuel. Si vous pouvez prendre, multiplier par 5 le pied où vous êtes assis là. Et ça s'appelait réveil matin. Et je sais toujours pas les tables de multiplication. Ils avaient une conception de l'éducation, c'est peu de le dire. Donc l'éducation nationale ne venait pas vérifier ce qui se passait dans l'établissement. C'est la grande différence avec Bétarin aujourd'hui. Il n'y avait aucun contrôle. Aucun contrôle. Il était libre de faire ce qu'il voulait. Pour vous dire, il y a un garçon qui s'appelait Raoul. On était tous donc alignés. Je me souviens que j'étais derrière lui et cette fameuse Guenon là, qui avait fait déjà enfant à Mercury et qui est devenu chef par la suite, il a lancé un bâton et ce fameux Raoul, il a fait comme ça, il l'a pris dans l'œil et ils lui ont crevé l'œil. Cette Guenon, ce fameux Guenon n'a jamais rien eu, aucune sanction. Et ce pauvre garçon, il a eu un œil crevé. Et ça le poursuivra toute sa vie, à lui, jusqu'à sa mort. Quoi. Vous voyez? C'est pour vous dire qu'on vivait vraiment en autarcie et que personne ne contrôlait le centre. Voilà. Justement, moi je voulais vous demander, poser la question. J'ai mon mari qui était avec parmi vous. Il a été placé par la DAS. Il a été retiré de sa famille. Il a été placé dans votre centre, mais par la DAS. Ouais, Et je voulais tout à parler, fait. on n'a pas parlé de DAS, de placement de... C'est la DAS. Si. On est des enfants de la DAS. Oui, mais la DAS ne s'est jamais inquiétée de... Non, vers la fin, seulement vers la fin. Quand c'était trop tard. Ouais, quand il y a eu l'œil crevé, il y a un enfant qui est mort électrocuté. C'est vrai que ton mari m'a parlé de certaines choses. C'est vraiment le cas de ce que vous avez raconté. Le nom, son nom. Bah, c'est-à-dire que Son nom. Comment il s'appelait? Mon pont. Mon pont, c'était mon... Je voulais en parler justement. Parce que mon pont est le premier qui est venu vers moi lorsque je suis arrivé à l'étang. Ça a été mon ami durant plus de 10 ans. Ouais, il est arrivé à l'âge de 8 ans jusqu'à 14 ans. Et le jour, il y a une photo où on nous voit tous les deux dans le groupe. Ça, j'aimerais bien les voir. Et on a un blog sur Facebook. Bah, ça, j'aimerais bien aussi. Voilà. Et je vais vous dire qu'il s'est suicidé à 40 ans. Et lorsque j'ai appris qu'il était mort, qu'on avait mis ses cendres au lac de Tignes, ça m'a fait vraiment très très mal. Parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours bien apprécié, il était toujours avec nous. Quoi dire, Romanetto, mon pont. Et vous pouvez penser que votre ancien mari, c'était quelqu'un de bien. Hein, et que je le garderai toujours au fond de moi. Ce que je voulais dire sur les assistants... Ah, pardon. Bon, après qu'il est parti du centre, il a été cuisinier chez Tristan. Nous avons été custom ensemble. Et ensuite, il est devenu éducateur spécialisé à la Belle Étoile, à l'Arlequin. Oui, je sais. On a passé 3 ans ensemble. C'est curieux, on a tout fait pareil pratiquement. Et on s'est retrouvés également en cuisine ensemble à Mercury. Moi j'ai pris une autre route, lui il était resté à l'Arlequin, moi j'ai fait Bis, j'ai fait des stations de ski, Avignon, j'ai tourné un peu de partout. Et à la fin, eh bien, Michel s'est occupé des jeunes, il faisait à manger pour les jeunes, moi je faisais à manger pour les personnes âgées. Dans le public, on a un ancien de l'abbé Garin également, Jean-Pierre Cherrier, qui a fait éducateur au nouveau centre. Et 11 enfants d'un incendie. Ouais, mais t'as trop parlé tout à l'heure, c'est normal. Il a plus parlé tout à l'heure qu'il veut le faire. Il y a une éducatrice qui a déposé une plainte aussi, et plus un directeur, plus des enfants du centre qui ont déposé une plainte en 69, même en 68 déjà, ils commençaient déjà, mais l'abbé Garin, il était déjà
depuis 1945, il avait des rapports, mais personne ne bougeait. Et en 69, là, ça a déclenché. Voilà. Il avait un très grand pouvoir. En 70. Il y a eu une inspection en fait. Il y a eu une inspection et la fermeture. Voilà. Et le centre a été fermé ensuite. Voilà. Et donc, quand on vous appelle d'Aguelon, l'inspectrice lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait comme punition. Oh ben, quand il discute la nuit, on l'élève, on va faire 10 km en short et puis c'est bon, en plein hiver. Donc là, ça a été. Dire par rapport à la DAS, puisque la DAS faisait traiter les dossiers par une association qui s'appelle la Sauvegarde de l'Enfance. Je vous dis de mémoire, puisque j'ai consulté mon dossier qui se constituait de 4 feuilles. J'ai passé un après-midi en 1968 et dans ce dossier, il était indiqué qu'il était préférable que je parte du centre Belle Étoile. Ça veut dire que voilà, les professionnels de l'enfance, simplement en faisant, voilà, je faisais un test psychotechnique, je discutais, j'échangeais avec les professionnels de l'enfance, avec une psychologue, un psychiatre, un éducateur. Ils savaient pertinemment que où j'étais, où nous étions, au centre Belle Étoile, on recevait beaucoup d'étoiles par des coups de bâton et des coups de pied et tout le reste. Voilà, ça veut dire que l'État était informé. Bien sûr. Tous un parcours différent avec un départ bien sûr similaire. Et aujourd'hui, je voulais vous dire que nous sommes des survivants, des résilients, des combattants, des soldats. Et je peux le dire, je garde la tête haute malgré tout ce que j'ai subi. Et je pense que tout un chacun, on est tous pareils. On a une force de vivre et c'est ce qui nous pousse vers le haut. Et moi, personnellement, je me sers de Mercury pour justement monter. Parfois, j'ai le cafard, j'ai des soucis, je m'enfonce. Et puis d'un coup, je dis, putain, moi j'ai fait Mercury. Et je ne dois pas me laisser abattre. Vous voyez, ça m'a apporté ça, c'est d'être des résilients. C'est vrai, les gars. Hein. Voilà. Là, il a fait la version courte. Ouais. Non, moi j'ai discuté beaucoup avec des anciens et ils me parlaient souvent de Tamier. Hein, j'en avais une frousse. J'étais à 1 an près d'y monter. Et heureusement que le centre d'apprentissage, la construction était finie. Hein, parce que c'est ce qui m'a sauvé. Et j'entendais, c'est-à-dire les punitions, les punaises entre les ongles. Hein, il pourra vous le confirmer, l'ancien. Il leur faisait mettre les doigts sur des chaises avec les punaises pendant 1 heure. Et comme ça saignait, que c'était collé, ensuite il fallait, au bout d'une heure, enlever les doigts. Les douches gelées en plein hiver, moi j'y ai eu, beaucoup de nous l'ont eu. Oui, il vous racontera après, je lui laisserai. Hein. Je ne vais pas prendre la place de tout le monde. Je vais vous le laisser d'ailleurs, je reprendrai après. Raconte quand on s'est sauvé, ce qu'ils nous ont fait faire. Ouais, on s'était sauvés ensemble. Et quand ils nous ont rattrapés, ils nous ont fait en short. Hein. On a un boule à zéro, il fallait qu'on lave la cour avec des brosses à dents. À genoux. Et ce qui nous a sauvés, c'est De Gaulle qui a sauvé d'une part la France en 40, 44. Et nous, il nous a fait lever la punition, puisqu'en 70, ça se passait en 70, et il venait de décéder. Quand ils ont appris le décès, on était en train de brosser la cour, et ils nous ont levé la punition. Une anecdote qui s'est passée, je peux même vous dire la date, c'était en 1966. C'est pour vous dire que ces années-là, les hivers n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc c'était au col de Tamier à 900 mètres d'altitude. Donc le soir, ils nous mettaient dans la cour, tous alignés en rang, et sur la glace, pieds nus sur la glace. Et on restait au moins 30 minutes sans bouger des pieds. Le premier qui bougeait les pieds, il se ramassait un coup sur les hanches. Donc c'est pour vous dire les suites de ce qu'ils nous ont fait subir.
c'est que pendant plus d'une dizaine d'années, on avait les pieds complètement brûlés. Il a fallu presque 10 ans pour que je récupère mes pieds. Je ne suis pas le seul, je parle au nom de tous ceux qui étaient avec moi, qui ne sont pas ici aujourd'hui, qui pourraient le confirmer. C'est pour vous dire à quel point ils étaient vraiment des sadiques et tout. Voilà. Moi, il y a une chose on parlait de l'Agnon tout à l'heure, de Félix. Je boitais, donc il m'a dit qu'est-ce que tu as dans ta chaussure? Je dis je sais pas, j'ai un bouton sous le pied. Donc c'était une verrue. Donc les deux autres chefs m'ont tenu, m'ont enlevé la chaussure. Avec sa cigarette, il m'a brûlé la verrue et j'ai hurlé, mais hurlé. Et du coup, comme j'ai hurlé, j'ai pris une baffe. Puis voilà. C'était le remède pour guérir quelqu'un. Et je n'allais jamais aller à l'infirmerie. Hein, parce que si on allait à l'infirmerie, on avait une taugnée, mais incroyable. À propos, je grimpais à un arbre et c'était l'heure du repas de midi. Un adulte souhaitait que je descende rapidement. Je suis descendu rapidement. Il m'a tiré par le short. Pour amortir le choc, j'ai utilisé mon bras pour éviter que le choc soit sur ma tête. J'ai eu double fracture de l'avant-bras. Ils ont attendu 3 semaines pour me faire soigner. Nous sommes allés à l'hôpital d'Albertville. À l'hôpital d'Albertville, comme aujourd'hui, pour une opération pour mettre une broche, un avant-bras, c'était pareil qu'aujourd'hui, hein, je pense. Ils m'ont gardé 1 semaine pour mettre une broche, pour la raison suivante, je pense. Hein, ils se sont dit, le gamin, il est mieux chez nous que chez eux. Et 3 mois après, je suis descendu pour qu'on m'enlève la broche, le plâtre, et c'était la même chose. Et pour vous donner tout à fait autre chose, c'est là que j'ai eu mon premier livre. L'institutrice qui nous faisait école, digne de ce nom, est venue, m'a apporté un livre de Joseph Kessel. J'ai pas le titre, mais bon, c'était sur la guerre. Voilà, qui fait que c'est comme ça que j'ai pris le virus de la lecture. Bon, je voudrais revenir à la plaque, parce que cette plaque a été posée pour tous les anciens qui sont décédés, pour tous ceux qui sont malades, qui ne peuvent plus mener une vie comme nous. Et on a planté également un cerisier fleur, que pour moi, ces fleurs doivent représenter également chaque ancien disparu, chaque ancien malade, et ainsi qu'il n'y ait plus d'enfants qui aient à souffrir de violence et de viol. Elles avaient les mêmes punitions que vous? Il n'y avait pas de filles. Non, mais à côté il y avait des filles À côté, on ne sait pas ce qui s'est passé. Si. À Chambéry, il y a une dame qui a vécu au centre de réconciliation Saint-Joseph, où le terme n'est pas... Voilà, je ne suis pas fidèle à ce terme-là, mais c'était aussi terrible. Il y a une dame qui est venue témoigner à 2 niveaux par rapport où elle a vécu quand elle était enfant, et aussi au centre Belle Étoile, parce qu'elle devait aller chez le dentiste. Et elle nous a raconté ce qu'elle voyait, ce que nous, on vous raconte, les punitions. Elle voyait des garçons qui étaient torse nu ou en marcel et en slip, à genoux, quoi. Et j'ai échangé avec elle, et c'était aussi terrible. Pour vous donner un autre exemple, puisque par rapport à cette question, ça m'a fait penser au Bon Pasteur. Le Bon Pasteur, c'est dans différents départements de France, ça n'existe plus. Ça a arrêté dans les années 80. Quand je lui ai raconté ça, il y a eu un film sur le Bon Pasteur qui s'appelle Les Mauvaises Filles. Voilà. Il y a beaucoup de souvenirs qui affluent, qui remontent à notre mémoire. Et en parlant de souffrance physique, il fallait savoir que nous étions en short de tel mois à tel mois.
Les hivers avant, comme m'a parlé mon camarade, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et on restait souvent jusqu'à la mi-octobre en short. Et comme on avait froid et qu'on était à Mercury, novembre même, mois de novembre, du coup on se mettait accroupi sous le préau et le pull vert on le mettait sur nos chevilles. Et plus d'un, on s'est fait attraper à faire ça, c'était interdit. Comme punition, ils nous enlevaient le pull vert. Donc c'était la double peine pour nous parce que là on était morgelés, on se tapait sur les bras, tout ça pour se réchauffer. Et il faut dire qu'on était tellement mal habillés qu'on avait les lèvres qui étaient toutes gonflées, avec des gerçures, tout éclaté, on pouvait à peine parler. Les doigts, c'était pareil, ils étaient tout enflés avec des crevasses, et les pieds pareil. Voilà, ça faisait partie du calvaire qu'on avait à subir tous les jours, tous les mois et toutes les années qu'on est resté là-haut. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, c'est la mode d'avoir des pantalons troués, un peu dans tous les sens, derrière, tout ça, mais nous, on avait honte. On avait un short, quand il était déchiré derrière, eh ben, il ne fallait pas demander à le changer parce qu'on se ramassait des claques. Les chaussures, c'était pareil. C'était des pâtes au gaz. Des pâtes au gaz. Pour l'hiver. L'hiver, oui. Et l'été, c'était des... Oui, on a vu. Quand elles étaient trouées, les chaussures, il ne fallait pas essayer d'en réclamer, nous, on le savait. On les attachait avec des ficelles. Et puis on faisait toute l'année avec, jusqu'à ce qu'on nous donne de nouvelles chaussures. On a tous les pieds un peu esquintés, là. Parce que nos doigts de pied, ils raclaient la route, souvent. Quelqu'un peut-être a envie de poser encore une autre question. Elle recevait quand même bien des subventions de Joseph Paty. Oui, les allocations Alors, familiales. Les allocations familiales. Les allocations. Il en a détourné la moitié chaque fois. Il a créé le dernier centre qui est en montant à Mercury avec tous les sous qui touchaient de nos allocations. Tout ce qui devait servir. Nous, on ne voyait jamais rien. On n'avait jamais eu de... jamais rien nos appris. parents qui nous achetaient les vêtements. Tout à fait. Nos parents nous achetaient les vêtements, nous habillaient, mais il ne faut pas croire, c'est que l'argent que l'État donnait, lui s'en servait pour faire ses propres affaires, style avoir monté le nouveau centre qu'il a créé pour l'apprentissage. Il a fait de la prison d'ailleurs, je crois, pour ça. Je ne sais pas. Mais c'était prévu. Non, il n'a pas fait de prison pour ça. Ça a été reconnu. Ça a été reconnu avec toutes les trucs qu'il y a eu. Oui, ça a été reconnu. Oui, ça a été reconnu. On parlait de vos parents, justement. Quels étaient les liens que vous aviez avec vos parents quand vous étiez là-bas? Nul. Moi, j'ai eu un père alcoolique. J'ai eu une mère, une personne qui m'a mis au monde ignorante comme moi. J'ai vécu, voilà. Je ne connais ni mes frères ni mes sœurs. Voilà, je suis comme ça. Donc ma mère, celle qui m'a mis au monde est partie il n'y a pas longtemps. J'ai une petite sœur qui m'a écrit et m'a dit Michel, ta maman va décéder. Je lui ai dit c'est pas ma maman, c'est ta maman et c'est celle qui m'a mis au monde. Elle n'a jamais eu un mot d'amour pour moi. Ça fait trop longtemps qu'elle est morte. Alors je dis je ne vais quand même pas aller faire 700 km pour aller la voir. Je lui dis que je lui pardonne. Voilà. Oui, moi c'est pareil. Ma maman avait la tuberculose, mon père était aussi alcoolique, comme tout le monde. On était une famille de 5 garçons. Donc ma maman a eu un peu peur. Alors on a parlé de séance sociale. Et puis la séance sociale, elle dit on va s'en occuper. Et depuis ce jour-là, elle nous a placés à Mercury. Mes frères aussi, parce qu'on a été 3 frères à Mercury. Donc là, on a un qui est décédé des suites de ses passages à Mercury, il s'en est jamais remis. Et pour dire, c'est que ce que je voulais dire, c'est que le problème, c'est qu'on ne savait pas, ma maman n'a jamais su ce que j'ai vécu à Mercury, je ne lui ai jamais dit, mes frères non plus. Et après, on a su que nos parents n'avaient plus aucun pouvoir sur nous. C'est la tasse qui nous avait récupérés. Et ma maman n'avait qu'un seul droit, c'est de venir nous voir si elle voulait. C'est le seul droit qu'elle avait. Mais moi, j'ai eu cette chance d'avoir une mère, quand même, qui venait me voir, qui ne comprenait pas trop ce qui se passait, mais elle ne voyait pas grand-chose parce qu'elle était tout de suite prise en main par la Béguerin quand elle venait nous voir. Donc, elle mangeait à table avec la Béguerin. Et elle voyait ou bien qu'il y avait des mouvements dans les couloirs quand on mangeait, mais elle ne se doutait pas de ce qu'on vivait. Donc personne n'a jamais, ni mes frères ni moi, on a parlé de ce qui se passait à Mercury. Voilà.
les enfants avaient la possibilité d'envoyer des courriers ou des choses. Exactement, ça c'est une très bonne question parce que ce que vous dites, ça s'est passé, c'est qu'on essayait de faire des lettres clandestines, enfin de faire des lettres, se cacher pour les mettre à la poste de Mercure. Mais ce qu'il faut savoir, et ce que nous on ne savait pas, il ne fallait déjà pas se faire attraper à pouvoir mettre une lettre, c'était une opération commando, hein, je peux vous dire qu'on était tellement surveillés qu'il ne fallait pas se louper. Des fois on avait un copain qui surveillait, bon c'est ça. Mais le problème, c'est que nos lettres n'arrivaient pas. Et ma mère, j'ai envoyé bien des lettres, mais bon, je ne disais rien de spécial. Mais eux, ils avaient peur que dans les lettres, on raconte des histoires. Alors, il y avait un accord certainement entre l'abbé et la poste. Il se passait, c'est que la poste savait repérer les lettres qu'on envoyait. D'abord, on n'écrivait pas très bien. Et du coup, les lettres ne partaient jamais. Et ils les ramenaient au centre. Et je ne vous explique pas la suite, quand ils récupéraient les lettres. Voilà, c'est ce qui se passait. Il y a une question là. Attends, il va répondre. Dans le fond. Attends. Savoir, c'est un grand plaisir, parlais pas. Si le centre c'était que régional, enfin, c'était vous aviez. Non, c'est mélangé de partout. Ça venait de toute la France. Non, mais le centre était régional. Oui. Non, c'est pas les enfants. Oui, les enfants. Les enfants venaient de partout, mais le centre était localisé. Pour ma part, moi j'ai été enlevé de ma mère, j'avais 2 ans et demi. Donc, de mon histoire, ma mère est morte il y a quelques années et je ne lui en ai jamais parlé. Et quand j'ai demandé mon dossier à la DAS, j'ai appris que j'avais encore un autre frère et une sœur. Et pour la sœur que j'ai retrouvée plus tard par perte de vue, c'est elle qui a fait des recherches, à notre mère, les assistantes sociales lui avaient dit que sa fille était décédée. Alors que sur le jugement, c'est marqué « enfant à naître a été placé à la DAS ». Elle n'était même pas née, qu'elle était déjà placée à la DAS. Donc, j'en ai jamais parlé à personne. Et à mon grand frère, je n'avais toujours rien à lui dire. À ma soeur, qu'on a retrouvée par perte de vue, c'est elle qui m'a dit de parler. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à en parler un peu. Et après, il y a eu le film. Et là, ça m'a permis de tout dire. Parce qu'avant le film, je n'avais même pas révélé de ce que je dis dans le film. C'est au moment qu'on se réunit sur le balcon que j'en parle avec mes camarades. Oui, il y a des garçons comme Daniel qui ont très très mal vécu l'abbé Garin. Et d'ailleurs, ça se voit par sa posture, la façon qu'il parle. Et c'est vrai que c'est un garçon qui a nagé pendant des années dans des eaux troubles, alors que d'autres, ils ont réussi à se servir de Mercury, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir se relever. Donc, merci pour ton témoignage, Daniel. Ça nous touche beaucoup. C'est vrai qu'on a tous une histoire différente. Moi, mes parents qui ont été alcooliques et qui m'ont fait vivre un calvaire jusqu'à mes 8 ans. J'ai retrouvé ma mère à 18 ans quand je suis sorti du foyer. Elle m'a laissé encore une fois tomber. Elle ne m'a pas élevé. Et il faut dire que je n'avais aucun amour pour elle puisqu'elle ne m'a rien apporté. En 85, j'étais dans Grenoble et dans le centre-ville. Et là, je vois un homme en train de faire la manche. Et j'ai reconnu mon père. Il était devenu alcoolique. Il était devenu clochard. Et il est décédé en 87. On aurait dit, donc à 57 ans, on aurait dit à un homme de 75 ans, tellement il était marqué par l'alcool et la cigarette. Et souvent on dit que les enfants ils reproduisent ce qu'ils ont vécu. Pour ma part, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool.
parce que j'ai tellement été traumatisé pendant mon enfance de voir mon père qui frappait ma mère à coups de poing, qui lui a cassé le bras une fois. Ma mère tombait dans le placard du couloir parce qu'elle avait tellement peur quand il rentrait qu'elle se cachait dans le placard. Et du coup, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool. Pendant toutes ces années de prison, je n'ai jamais fumé parce que j'ai associé ça à la déchéance, à l'alcool. Et je n'ai jamais été violent avec mes enfants. Voilà, vous voyez, donc on n'est pas tous dans le même cas, on ne reproduit pas tous la même chose, quoi. Il y a des gens qui vont aller de l'avant, qui vont se battre contre ce qu'ils ont vécu, et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Et là, tous autant qu'on est, je crois aucun de nous n'a reproduit la violence sur nos enfants. Voilà. Je suis né à Palerme. J'étais déjà dans un collège très très jeune. Je crois que je devais avoir entre 3 et 4 ans. Et c'était un collège qui appartenait au pape. Donc on avait une instruction différente de celle que j'ai vécue à Mercury. On était bien nourris, bien vêtus. On avait de beaux draps, de beaux lits. Mais il y a toujours un truc qui se passe, il y a toujours une chose terrible qui arrive, c'est qu'on avait une vieille dame qui nous gardait. Et lorsqu'on faisait pipi au lit, elle nous mordait les jambes. Et quand elle voyait qu'elle avait fait de trop grandes marques, elle envoyait les autres au déjeuner, et vous étiez enfermés dans la petite chambrée, on était 4 lits. Et ça m'est arrivé souvent, et c'est ce qui m'a fait passer, je pense, l'envie de faire pipi au lit. Et ensuite, on est venu à Albertville, on était 12, et dont 3 qui avaient été adoptés auparavant. Moi, je ressemblais trop à mon père, j'étais le seul blond. Et on a quitté Palerme alors qu'on avait tout. Mon grand-père était horloger. Il avait une grande braderie. Mon père, il avait ce qu'on appelle le Marchetto dei Buccieri, c'était le grand marché à Palerme. Il avait un magasin où il vendait du poisson, des fruits, des légumes. Et ma mère suivait souvent son grand frère. Et quand elle a appris son grand frère, elle allait venir en France. Elle a fait vendre donc la bijouterie, l'appartement de mes grands-parents. Elle a fait vendre sa braderie. Elle a acheté une maison à Albertville. Et quand mon grand-père, je l'ai vu mort, décédé, il était à l'époque on pouvait garder les morts, mais il fallait garder la pièce froide. Et quand j'allais à l'école le matin, je passais devant le cercueil et je voyais mon grand-père. Et lorsque ma grand-mère est partie à Palerme, par la suite, elle est morte à Palerme, alors que mon grand-père et ma grand-mère me protégeaient, c'est là où ils m'ont placé à Mercury. Parce que j'avais un beau-père qui buvait, comme le papa à Michel, qui nous frappait à coups de martinet et ceinture. Et c'est un jour, il y a un oncle qui est arrivé en mobilette. Mon beau-père, puisque c'était mon beau-père, tout le monde pensait à Mercury que c'était mon père. Moi, j'avais déjà été reconnu à Palerme, puisque mon nom c'était Andrea Pace. Et à Albertville, avec mon épouse, on se bat chaque fois, je dois refaire ma carte d'identité, car j'ai été reconnu une nouvelle fois par mon beau-père et ils ne savent pas comment ils ont fait. Et donc, je me suis retrouvé à l'étanche, j'avais 6-7 ans par là. Donc à 6-7 ans, je pense pas, nous on n'est pas comme les enfants des banlieues aujourd'hui qui s'attaquent aux gens, on n'était pas des voyous. Je me suis retrouvé là-bas, mais je ne savais pas que c'était un centre de redressement. Les vidéos, les photos, tout ça, comment vous les avez eues? Enfin, qui les a envoyées parmi vous? Est-ce que vous avez eu des... On avait une prof qui était l'une des plus gentilles, qui nous filmait de temps en temps, sans qu'on la voie. Et le film que vous voyez dans le film, c'est elle qui l'a fait, qui me l'a offert gracieusement pour tous les anciens. Donc j'ai fait une copie à peu près pour tout le monde. Et cette dame m'a également remis des photos. J'ai eu des photos qui m'ont été données par les anciens, donc j'ai pu faire des albums. Et qu'on se sert pratiquement quand les anciens désirent les voir.
il est à la disposition de tous les anciens. Voilà. Je voulais vous dire aussi qu'on n'est quand même pas sorti indemne de chez l'abbé Garin. Parce que je pense que nous tous, voire tous les enfants qui sont passés à Mercury, on a tous fait des cauchemars. Pendant des années, Et on en fait encore. voilà, pendant des années, j'ai vu ce visage-là, à 10 cm du mien. J'osais plus ouvrir les yeux la nuit, ça me réveillait, j'avais peur. Et du coup, j'étais terrifié, je transpirais. Et puis au bout d'un moment, j'osais ouvrir les yeux. Et quand il n'était pas là, ben, ça me faisait respirer. J'ai dit, il n'est pas là. Vous voyez, donc ça nous a poursuivis toute notre vie. Voilà. Et je dois dire aussi une chose, en tous les cas en ce qui me concerne. Toute ma vie, je me suis battu pour sauver cet enfant qui est toujours en moi. Parce que quand je parle, c'est lui qui parle, c'est pas moi. Et j'ai créé tous les scénarios possibles pour pouvoir le faire sortir de cet enfer, mais je ne suis jamais arrivé parce que la finalité était toujours la même. Vous voyez? Et à chaque fois, toutes les années ont passé, 20 ans, 40 ans, et je suis à 60 ans que je suis passé chez l'abbé Garin. Cet enfant, il est toujours là. Et je crois que chacun de nous, l'enfant, il est toujours là. Et c'est lui qui parle, en fait. C'est pas l'adulte. Et quand on vous parle, voyez des enfants qui sont hauts comme ça et qui, malheureusement, ils ont rempli de leur lame des océans. Et aujourd'hui, peut-être certains pleurent encore et qui sont remplis de chagrin, qui sont remplis de peine. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on est tout seul, quoi. On n'a personne pour nous aider. Comme tout le long de notre vie, nos parents nous ont lâchés, pour la plupart de nous tous. Les instituts, l'État nous ont lâchés et nous ont mis dans l'enfer, dans le chaudron du diable, moi je dis. Et il a fallu qu'on se construise avec tout ça. Et parfois, il y en a qui ont mal tourné, comme moi. Il y en a d'autres qui ont beaucoup de chance. Tant mieux pour eux. Mais on est tous là. On est tous ici et on est fiers d'être là, quoi. J'ai une chance par rapport à beaucoup, c'est que j'en ai toujours parlé. Dès que je partais en vacances, il fallait que j'en parle. J'avais mon institutrice de rue Parcoux à Albertville qui montait me voir de temps en temps parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais dans ces lieux. Hein. Et elle m'emmenait en voiture vers Pamiers. Et tout le long du trajet, je lui racontais tout ce qu'on nous faisait subir. J'en ai parlé aux gendarmes, j'en ai parlé aux policiers. Tous les gens, même à mon époux, j'en parlais. Et j'ai rien gardé en moi. J'ai toujours parlé de ce qu'on subissait par rapport à beaucoup d'eux qui ont eu du mal, qui ont tout gardé en eux. Vous comprenez? Et je pense que tous ceux qui parlent aujourd'hui sont vraiment sortis d'affaires. Félix, il reste des tortionnaires. La Colette. Il reste des tortionnaires maintenant. On va s'occuper d'eux. En tout cas, effectivement, on vous souhaite de continuer sur la bonne voie qui a été initiée par ce film. Et voilà, beau combat à vous et puis tout se passe bien. Merci à vous. Le tournage de mon premier film qui se passe dans les anciennes prisons de Perrache à Lyon, où je filme un couple, Annette et Louis, qui se sont aimés pendant des années malgré la prison qui les séparait. Dédé m'a raconté son enfance et comment à l'âge de 9 ans il a été placé dans le centre de la Belle Étoile. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait vraiment une préhistoire à son histoire d'enfermement. Et on était restés en contact et un jour il m'a appelé en me disant qu'il avait retrouvé des anciens de la Belle Étoile sur les réseaux sociaux grâce à une page Facebook qui avait été créée par André Beauvanier, qui n'a eu de cesse toute sa vie d'essayer de retrouver des anciens de la Belle Étoile. Donc au départ il faisait ses recherches sur le bottin, ce qui était, je pense, pas tout à fait évident. Et puis quand Internet est arrivé, ça a été plus simple de se reconnecter.
Et donc j'ai accepté d'accompagner, d'aider, rencontrer les autres anciens pensionnaires du centre Belle Étoile. Et j'ai été assez bouleversée par la rencontre avec ces hommes. Je sais qu'il est arrivé avec un album photo. Je me suis rendu compte que lui, il avait aussi essayé comme ça de garder beaucoup de traces en fait. Des lieux, des photos, des films. C'est lui qui amène le film d'archives qu'on voit dans le film notamment. J'ai rencontré Daniel, donc le petit qui court tout le temps. Lui, il était mutique, il ne parlait pas. J'ai qui me raconte qu'il faut faire quelque chose, il faut que ce soit connu, quoi. Puis j'ai fait un peu des recherches et il n'y avait rien. Il y avait vraiment très très peu de choses autour de cette histoire. Indemnité, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou pas? Je vous prie de croire qu'on a tout fait. Hein. Nous sommes allés à une séance d'écoute, hein, c'est ça. Hein. On a vu l'évêque, puis depuis, rien. Rien, parce que l'évêque que vous avez vu dans le film, hein, on aurait dit Hollande. Oui, bah, je vais vous dire. Moi, je suis resté bouche bée. Je lui ai posé une question, j'ai jamais eu de retour. Bon, l'évêque a changé depuis. Hein, c'est un nouvel évêque qui a plus de poignes. Donc, j'ai rendez-vous le 6 mars de nouveau à la salle d'écoute à Chambéry. Et je vais rencontrer de nouveau le nouvel évêque. Et ensuite, je prendrai rendez-vous avec le procureur pour relancer l'affaire et qu'avec mes amis, on veut aller jusqu'au bout. Voilà, on ira jusqu'au bout. Il y a une plaque qui a été posée à Tamier grâce à... Je préfère qu'elle vous le dise. C'est une plaque et un arbre, c'est un cerisier à fleurs qui pour moi, ensuite elle vous expliquera qui a planté l'arbre et qui a posé la plaque. Moi je veux que cette plaque et cet arbre, non seulement elle représente tous ceux qui sont décédés, des jeunes qu'on a très bien connus, tous ceux qui se sont ôtés la vie, tous ceux qui sont enfermés dans des hôpitaux car ils ne peuvent pas avoir une vie normale comme nous, dont un qu'on connaît très bien qui s'appelle Mollaret et qui écrit de formidables poèmes. Et ce message qu'on a voulu laisser également, c'est pour tous les enfants de France, qu'il n'y ait plus jamais de souffrance et qu'on ne violente plus et on ne viole plus les enfants. Pas mal. Purgeur des radiateurs, et on avait un verre d'eau par jour. Et on faisait du sport tout le temps, le matin, le midi, le soir, il fallait courir. Les chiens étaient là pour nous remettre dans les rangs. Moi, on a des traces dans notre corps de ces chiens. On avait des bergers allemands qui étaient dressés pour nous mordre quand on ne suivait pas. On a eu, moi personnellement, je ne vais pas trop parler que de moi, mais à Tamier, ils nous mettaient nus, en plein hiver, sur la glace, les pieds, et il ne fallait pas bouger pendant 30 minutes. Conclusion, on est plusieurs à avoir eu les pieds complètement brûlés. Les pieds sont devenus 3 fois plus épais comme des éponges dessous, on ne pouvait plus marcher. Et ma femme a mis plus de 10 ans pour arriver à récupérer mes pieds. J'ai eu la chance. Une chose qu'on ne parle pas assez à ce niveau-là, c'est qu'on parle de nous, mais on ne parle pas de la suite, comme par exemple ceux qui sont mariés, comme mon cas, ou les femmes, ce qu'elles ont vécu. Il y a quand même des femmes, style la mienne, j'ai été très très dur avec ma femme, très très dur avec ma fille. C'était ou première à l'école ou dernière, mais il n'y avait pas de milieu, vous voyez. On était très sévères. Ma femme me reprochait de ne pas lui dire des mots gentils, de ne pas l'embrasser. Je dis, parce qu'on lui avait, je ne lui ai jamais rien dit. On ne parlait pas de ça. Il faut des films comme ça pour que ça fasse sortir les gens des gonds. Et puis maintenant, ma femme a vu le film, elle a commencé à comprendre ce qui s'est passé. Voilà, c'est pour dire tout ce qui se passait. On n'arrive pas à dire je t'aime, on n'arrive pas à embrasser parce qu'on ne nous l'a jamais montré.
Tout ce qu'on a subi, c'est de la violence. Moi, j'ai pas été aussi dur que lui. Maintenant, t'es câlin. Moi, j'ai toujours raconté, même lorsque je partais en vacances chez moi, je racontais à qui voulait l'entendre. Même aux gendarmes, même aux policiers, j'ai toujours raconté ce qu'on subissait, et même à ma prof que j'avais eue à Albertville. Et je pense que ça a dû faire bouger un peu les choses. Nous, les douches, c'était une fois tous les jours, à 17h. Nos vêtements, on les portait une semaine. 3 mois. Oui, ben, c'est terrible ce que vous avez vécu. Parce que nous, quand on mourait de soif, on allait boire dans les réservoirs d'eau, des chiottes à la turque, comme vous dites. Hein. On mangeait la neige. On allait boire aux rivières quand on nous arrêtait. On ne savait pas qu'au-dessus, ils jetaient les poubelles dans les rivières. On mangeait tout ce qu'on pouvait trouver, oignons, ail sauvage, pommes dans la neige, on tâtait avec les pieds, on les mangeait gelés. On avait faim, on allait jusqu'à voler les pommes, les pois qui pouvaient se trouver, et lorsqu'on se faisait attraper, c'était les immenses roustes. C'était tout caché, tout caché. Et puis le village se taisait parce qu'il faisait travailler beaucoup de monde, la Villarne. Oui, oui, vous avez connu, non? Oui. Et même le courrier était lu. Il ne fallait pas qu'on prévienne nos familles. Parce que celui qui osait en parler, ben, c'était pareil, c'était des coups de ceinturon, des claques, des coups de poing. Donc ils étaient un peu bêtes parce qu'on pouvait partir en vacances chez nous. Et raconter, on n'avait pas besoin du courrier. Les seules choses qu'on pouvait mettre sur le courrier, c'était je vais bien, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse, à bientôt. Voilà ce qu'on devait mettre. Et celui qui changeait ce discours était tout de suite emmené dans les bureaux et frappé. Même la poste, pardon. Un point quand même qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient très bien monté leur coup, parce que nous, on essayait d'envoyer des lettres en douce. On faisait une lettre, on allait la mettre à la poste, et ce qu'on ne savait pas, c'est que la poste était dans le coup. Alors ce qui fait que nos lettres ne partaient jamais. La poste reprenait les lettres et les ramenait au centre. Alors s'ils savaient qui avait envoyé une lettre, je vous explique pas. Quant à moi, je suis arrivé à l'âge de 6 ans. Il y avait 3 bâtiments, Étanche, Mercury, Tamier. Lui, ce qu'il a subi à Tamier, j'ai failli l'avoir également. Et c'est terrible ce qu'il a vécu. Hein. On les faisait courir en slip autour de la cour l'hiver. Nous, c'était l'étanche, c'était la petite violence. Mercury, c'était la moyenne violence. Et Tamier, comme ils étaient isolés, eh bien, ils recevaient tout ce qu'on pouvait leur faire. Moi, j'étais à Mercury en 63. Oui. En 63, je suis monté à Tamier, j'en avais 12. J'y étais en 60. Moi, j'étais à l'étanche en 60. Moi, j'étais à... C'est Bernardine, non? Je suis arrivé en 63 à Mercury, avec la Bégarin. Là, vous me parliez des chiens, puisque les chiens, j'ai bien connu. Rolf, Aïcha, Balou, la Colette, Jojo, voilà, la Renée, Félix, le singe, Félix, Joseph, Jo, Jackie, le rugbyman, mais ce que je ne comprends pas, moi, à Mercury, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas enlevé cette statue qui est au-dessus du réfectoire. Ça a été une discussion. Le portique, parce que moi, le portique, quand j'ai vu les enfants, le portique, je l'ai vu plus, le portique qui était dans la cour à Mercury. On nous attachait là où on nous pendait par les bras et on nous fait tourner avec la badine. Les punaises dans les doigts. Je ne vous ai pas dit, hein. On a enfoncé des punaises dans les doigts, à Tamier. Tous les ongles. Tous les ongles, et il fallait qu'ils restent sur les cheveux. C'était combien de temps? 1 heure. Et les punaises sous les talons. Oui. Et les c'est-à-dire qu'ils voulaient scotcher. Derrière, quand il y avait des voilà. Et pour moi, la plus mauvaise pour moi, ce que j'ai subi par rapport, parce que quand on savait qu'on allait rentrer dans le bureau, moi je l'appelais la Colette, comme la Renée. La Renée, c'était ma prof. La plus gentille, c'était bon, Francesca, parce que les classes, elles étaient, quand on rentrait dans Mercury, elles étaient à gauche.
À gauche, l'escalier est toujours. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on recentre un peu le. 63 à 68, parce que quand je suis descendu de Tamir, j'avais mon certificat d'études. Je suis redescendu sur le centre d'apprentissage où j'ai passé mon CAP de menuisier. Je pense que je devais être avec toi. Moi, j'ai fait tous les ans. Et ce qu'on ne parle pas, moi j'avais pris sous mon aile, à mon âge, j'avais pris sous mon aile un garçon qui est décédé, qui est enterré dans le cimetière de Mercury, qui s'appelle Faf, voilà. Parce que moi, quand je suis revenu, j'étais averti par des amis qui n'ont pas voulu venir parce qu'ils étaient chez Mercury. Il y avait Mistreta, il y avait Aldo, et eux, ils n'ont pas voulu venir parce qu'ils ont trop souffert. Ils ont psychique, parce que c'était comme disait André, dans le film, des gestes physiques et des gestes, comment dire, voilà, sexuels. On n'entend absolument pas ce qui se dit actuellement.